C'est extrêmement compliqué d'enchaîner parce que c'est vrai que c'est un récit qui est particulièrement touchant. On a souhaité aussi faire venir Maxime Mignonnac, qui est un éleveur. C'est vrai que Paul François apporte un éclairage d'un céréalier, mais on voulait aussi vous faire partager finalement le parcours et l'expérience de Maxime. Donc je vais le laisser prendre la parole pour vous raconter un petit morceau de son histoire. Maxime Mignonnac. Excusez-moi moi aussi pour ma voix et pour mon tremblement, puisque je suis porteur de la maladie de Parkinson. J'ai déclenché ça à l'âge de 45 ans. J'ai des petits-enfants, bien sûr. Donc c'est assez dur de tenir longtemps debout et d'arriver à avoir une voix qui porte longtemps. Donc bon, je remercie déjà toutes les personnes qui sont là de se battre pour une noble cause. Et moi, l'histoire va être plus courte, et bien sûr, et je vais apporter mon témoignage à tout ce que j'ai pu découvrir et apprendre au cours de ma vie. Donc moi, je suis agriculteur depuis 1992 sur une exploitation qui se situe dans l'Aveyron entre le musée Soulage et le viaduc du Millau. Pour vous situer, voilà. Pas très loin de l'entreprise de Marcel Bézy. Et donc, voilà, mon histoire, moi, commence, j'étais agriculteur, bien sûr, comme tout le monde, avec un pulvérisateur, voilà, tout ce qu'il fallait. Puis un jour, avec mon frère, on s'est posé la question de se dire, mais pourquoi on fait comme ça, pourquoi on ne fait pas autrement? Et puis on a baissé un petit peu l'utilisation des produits, voilà. Bon, après, c'est pas de là que partent tous les problèmes. Mais voilà. Donc, on commence à se poser des questions, on évolue un petit peu, puis au détour d'une soirée, on va dire, avec un salarié de la SOAC, qui est dans la salle, il me dit, mais pourquoi tu n'utilises pas un produit comme ça? Bon, on s'est posé la question. Donc on a utilisé ce produit, et c'est vrai que, enfin, je ne parle pas que du produit, je parle de l'environnement, parce qu'on est passé en bio en 2000, on est passé en conversion en 2006, et entre-temps on a diminué, et puis on s'est aperçu qu'en diminuant nos pratiques, et en utilisant plus de produits ou tout ça, plus d'azote ou tout ça, on s'est rendu compte que les rendements ne baissaient pas, au contraire, ils se stabilisaient, voire ils remontaient. Donc, de là, on est passé en bio. On est parti dans un système où il y a beaucoup de producteurs de l'Aveyron qui sont maintenant, j'ai rejoint un GIE de producteurs de lait de brebis qui travaillent pour Biocoop. Voilà. Et en parallèle à ça, on a rejoint aussi un label qui contre un petit peu tout ce qui est de la bio-maintenance, c'est-à-dire que le label respecte le cahier des charges de 2006. Parce qu'à l'heure actuelle, la bio est toujours bio, mais le cahier des charges c'est un petit peu, un peu lâché du lest. Donc nous on s'est dit on va rester bio, mais alors jusqu'au bout. Donc on avait ce label qui était là, qui nous tendait les bras, et on est tous passés en biocohérence. On est beaucoup d'agriculteurs de l'Aveyron à adhérer à cette charte. Nous, on y croit dur comme fer. Et quand je vois un petit document que j'ai tiré ce soir de mes petites archives, dessus, il y a une petite phrase qui revient, qui rejoint presque le thème de ce soir, c'est du chant à l'assiette. Je ne l'ai pas inventé, c'est écrit dessus. Voilà. Donc, je suis très content d'être là. Bon, mon histoire est mon histoire. C'est vrai que c'est compliqué de vivre avec. C'est pas simple. Quand on est fatigué, qu'on n'arrive plus à se traîner dans la maison, mais les enfants qui vous disent... voilà quoi, c'est assez dur. 47 ans maintenant, et la libido c'est pareil, c'est compliqué. Voilà, pour la petite histoire.
Et voilà, donc moi je remercie beaucoup toutes les personnes qui font du bien à la planète et qui rendent le travail agréable par rapport à, comme disait Paul François, Paul, excusez-moi, Paul avant, excusez-moi, parce que... Donc on a plaisir à revenir dans ces champs. Et quand je dis qu'on a plaisir à revenir dans ces champs, c'est-à-dire que c'est vrai que les voisins, ils n'ont pas des vers de terre, ils n'ont pas de top. Bon, nous, on est plein d'envahis de top, on a des vers de terre, mais au moins, on a un sol qui vit. Voilà. Ça, c'est la première des choses qu'on remarque. C'est bon, voilà, ça fait partie de la vie. Je m'aperçois qu'il y a des gens qui ont des ruches dans le coin et qui nous apportent des ruches. Et ils s'aperçoivent que les abeilles se portent bien mieux. De plus en plus d'Aveyronais se tournent vers le bio, tant mieux. Voilà, donc heureux et content d'avoir connu ça, sûrement trop tard, mais il fallait le faire. Moi, pour finir, je ne vais pas être très long, j'ai pas, enfin, peut-être qu'il y a des questions qui vont venir après, mais sur le déroulement de notre vie. Mais voilà quoi, on est la troisième génération sur une exploitation. Mes grands-parents sont morts à 93 et 90 ans. C'est une fierté. À l'époque, ils ne connaissaient pas tous ces produits. Sûrement, c'était bien mieux ou bien meilleur. Mes parents sont décédés, j'avais 30 ans à 64 et 70 ans. Bon, c'est peut-être les hasards de la vie. Je m'aperçois que je pars mal, moi. Donc je me dis, il va falloir changer le fusil d'épaule et faire quelque chose pour nos enfants, parce que c'est vrai qu'on leur laissera un triste héritage, et si on s'y met tous, je pense qu'on va arriver à rendre notre planète un peu meilleure, on va dire. Voilà, pour le mot de la fin. Merci beaucoup, Maxime. Alors maintenant, je vais vous demander d'accueillir, parce qu'on a parlé des problématiques, mais je pense qu'à tout problème, il y a quand même des solutions. Et une des solutions qu'on a souhaité vous présenter ce soir, c'est les solutions qui ont été créées, découvertes, construites par Marcel Mézy, un paysan chercheur, comme il aime à s'appeler, aveyronais. Je vais laisser vous raconter un petit peu son parcours et comment il est arrivé justement, il y a 25 ans, à réfléchir à un autre système et un autre mode d'agriculture. Marcel Mézy. Bon, bonjour à tous. Eh bien, c'est triste d'entendre tout ce qu'on a entendu. Mais la chance que j'ai eue, moi, c'est que je suis né en 1941, je suis le plus vieux de tous. Là. Et je dois être celui qui voyage le plus, en plus. J'arrive de Côte d'Ivoire, je suis allé à Dubaï, là, puis là je repars île de la Réunion, et après, 2 jours après, je vais au Canada. Donc je voyage pas mal. Et je crois que c'est les micro-organismes qui vous donnent cette pêche. Hein. Il faudrait que vous en mangiez. Donc voilà, je suis né en 1941. Bon, moi je suis le 6e d'une famille de 8 garçons en plus. Maman voulait avoir une fille, malheureusement. Mon frère a été habillé en fille jusqu'à 12 ans. Et donc, nous avions une ferme, évidemment, et quand vous êtes 8, eh bien, tout le monde ne reste pas à la ferme, il n'y a pas la place pour tout le monde. Donc, mais tout petit, je suis à l'école, moi, jusqu'à 14 ans, j'ai passé le certificat d'études, mais malgré que nous ayons une grosse ferme, on n'avait pas assez d'argent pour suivre les études. Donc, je suis resté à la ferme, et j'ai travaillé avec les chevaux tout jeune. Hein. Je préférais les chevaux, hein, parce que nous avions 10 paires de bœufs, et 8 chevaux de trait, vous voyez. Et on travaillait, on n'avait pas de tracteur. C'était en 1954, puisque à 13 ans, j'ai arrêté l'école. Donc, de 13 ans à 20 ans, j'ai conduit des chevaux de trait, et voilà, j'ai travaillé avec des chevaux de trait. Et ce que je faisais quand j'étais tout petit, je gardais des troupeaux. Et j'adorais lire. Hein. Ce qui m'embêtait un petit peu, ce qui m'embêtait le plus, quand je n'avais plus aller à l'école,
c'était au début de ne pas avoir de livres, et ma mère m'a acheté rapidement des livres, et j'ai lu un peu de tout. Tout ce que j'avais dans les doigts, je le lisais très très rapidement, parce que j'étais boulimique. Quand je commençais un bouquin, je le lisais rapidement. Et dans les années, alors attendez, 15-16 ans, j'ai eu des bouquins qui parlaient de compost, des bouquins allemands, des bouquins des français aussi. Et comme j'aimais lire, bien sûr, il fait très très chaud chez nous, vous savez, c'est un pays, il fait 30 degrés, 40 degrés l'été, et là il faisait moins 15 il n'y a pas longtemps. Et l'été, quand il fait 30-40 degrés, bien sûr, je cherchais de l'ombre, et très rapidement, je m'étais, instinctivement, j'allais lire sous des arbres où il y avait un matelas, il y avait un matelas dessous, et je me suis posé la question, pourquoi dans un sol très très aride chez nous, on a très peu de sol, on a 5-10 cm de sol dans le coste. Et là, sous ces arbres-là, il y avait 20-30 cm, c'était un vrai matelas, je me régalais. Et sans me rendre compte, j'allais directement à ces arbres rapidement. Et bon, c'était des arbres, il y avait des champignons sous ces arbres, quand les feuilles tombaient, le vent n'avait pas le temps de les faire partir, les champignons réorganisaient ces feuilles très rapidement, et on avait un sol, c'était de l'humus. Voilà l'observation. Et je pense que si j'étais à l'école agricole, j'aurais certainement appris différemment, mais je me suis aperçu que les champignons, c'était quelque chose de très intéressant. Et après, je me suis mis à faire des composts avec des plantes, et j'avais 7-8 plantes au départ. Je faisais des composts. Et là, quand j'ai réuni ces plantes, on a eu je l'ai fait accidentellement. J'avais trop de compost dans mon hangar. Et pour pouvoir passer le tracteur, je les ai mis les uns sur les autres. Alors il y avait des plantes qui étaient de sous-bois, il y avait des lichens, il y avait des lichens qui sont sur les rochers. Et quand j'ai réuni ces plantes, et bien, mon compost a évolué d'une façon différente, je l'ai vu à l'œil. Il n'a pas diminué, il est resté tel, mais il a évolué à l'humus très très rapidement. Et à partir de là, j'ai su faire je racontais, je l'ai dit tout à l'heure. Et à partir de là, eh bien, j'ai commencé à fertiliser mes sols de cette façon-là. Et j'ai eu de bons résultats. Et j'avais des voisins autour de moi. J'ai André Franck, qui était une ferme juste à côté de chez nous, qui a démarré avec ce procédé en 1982. C'était bien après, hein, puisque j'ai eu des gosses très tôt, j'ai été obligé de faire du commerce très tôt. Et après, je me suis remis, la nuit avec une de mes filles, la nuit on allait faire nos composts. J'avais une grande salle sous la maison, on faisait des composts. Et dans attendez, j'avais une quarantaine d'années, j'ai trouvé ma formule. Et nous avons des agriculteurs qui ont démarré avec ça, qui travaillent toujours depuis 40 ans avec ce procédé, mais des agriculteurs qui mettaient énormément d'engrais. Et j'étais allé, pour les convaincre, ça a été difficile, et puis ils n'étaient pas très loin de chez moi, j'allais les voir quand ils étaient embêtés. Et ils ont démarré en 1982, et ils sont passés en bio il y a 10 ans. Je leur ai demandé de passer en bio depuis longtemps, parce qu'ils ont trouvé, ils peuvent livrer des francs de concurrence, ils livrent le lait, voilà, vous les connaissez, ils livrent le lait avec vous. Hein. Et ces gens-là ont fait plus de production en bio que ce qu'ils faisaient en chimie. Mais c'est les gens qui mettaient une tonne d'engrais hectare, c'était énorme. Qui mettaient, et du jour au lendemain, enfin 3 ans après, ils n'ont plus mis de pesticides, ils n'ont plus mis d'engrais. Et pendant de 1985 à il y a 7-8 ans, ils n'étaient pas en bio, mais ils travaillaient en bio, quoi. Mais ils travaillaient de cette façon-là parce qu'ils n'avaient plus de rendement, ça coûtait moins cher qu'avec l'engrais, et ils n'avaient plus de rendement. Et ils vendaient les prix au même prix, les produits au même prix. Par contre, ils sont passés en bio et ils ont doublé leur revenu. Donc, alors, ça fait 40 ans, n'est-ce pas? Et le produit s'est amélioré d'année en année. On a eu des détracteurs. Hein. Nous sommes avec mes associés, nous sommes allés au tribunal en 2003, pardon,
au tribunal parce que les producteurs d'engrais nous ont... Enfin, l'étiquette ne correspondait pas. Je ne voulais pas mettre sur mon étiquette, ce n'était pas un produit, c'était pas un engrais, mon produit, c'était des semences de micro-organismes. Bon, on ne pouvait pas mettre ça parce que ça n'existait pas. Donc on a mis un amendement organique, mais on s'est fait taper dessus parce qu'ils voulaient vraiment qu'on mette un engrais dessus, quoi. Donc nous sommes allés au tribunal, et là, Marcel Mazoyer, je ne sais pas si vous connaissez Marcel Mazoyer, c'est un des meilleurs agronomes français qui était prof à Paris-Grignon, qui a été président de la FAO. Qu'est-ce qu'il a fait, ce monsieur? Qui fait des conférences dans le monde entier. Nous avons 2 personnes de Paris-Grignon qui travaillent chez nous. Et Erwan Alain, qui est le directeur aujourd'hui de l'Allemagne et de Hollande, me disait: Marcel, il faut faire une étude par Marcel Mazoyer. Parce que nous nous étions aperçus que les agriculteurs qui travaillaient de notre façon avaient des revenus plus importants que les agriculteurs qui travaillent classiquement à côté, en vendant toujours les produits au même prix. Hein. Donc Marcel Mazoyer est venu, il ne croyait pas au début. Mais au bout de 2 ou 3 ans, il est venu. Et quand il a eu fini son étude, il a fait une étude dans le Limousin, en Bretagne et en Alsace. Et quand il a fini son étude, moi je le voyais toujours à la télé, ce monsieur qui parlait de la fin dans le monde, et des solutions qu'il fallait donner. Il me tape sur l'épaule, il me dit: tu t'appelles Marcel comme moi, à partir d'aujourd'hui on se tutoie, et c'est un de mes meilleurs amis. Et il dit: ton truc c'est la 3e révolution agricole. Voilà ce qu'a dit Marcel Mazoyer ce jour-là. Il le dit toujours d'ailleurs. Donc, qu'est-ce que nous avons fait avec mes associés? Nous avons fait du porte-à-porte. Nous avons essayé de travailler avec des coopératives ou des négoces, hein, parce que quand ils voyaient que des clients qui étaient leurs clients partaient ailleurs, ils revenaient vers nous, ces gens-là venaient me chercher, me disaient: non, on voudrait bien vendre du produit. Mais on a essayé comme ça, mais les négoces et les coopératives vendaient notre produit, mais ils vendaient aussi l'engrais, les pesticides et tout, ça n'allait pas. Donc, nous avons fait du direct. Aujourd'hui, il y a 10 000 agriculteurs qui travaillent avec notre procédé à travers la France. Parce que nous avons un produit cannibale, d'accord? Quand on met 5 kg de micro-organismes dans le sol, on fait autant de production, bien sûr, mais on ne met plus de PK, on ne met plus d'azote, on met beaucoup moins de pesticides parce que les plantes sont moins malades. Donc, les négoces et les commerçants ne veulent pas travailler avec nous. Voilà. Donc, on fait du direct. Et il y a 5-6 ans, nous avons fait des études, nous avons mesuré le carbone que le produit fixait, on fixe 5 à 10 tonnes de carbone hectare par an, c'est l'équivalent de 50 tonnes de fumier. Donc, on vous disait ça tout à l'heure, des sols sableux, en mettant 100 kg de produits, on fixe l'équivalent de 50 tonnes de fumier hectare. C'est pour ça que nous sommes à la COP 21, COP 22, COP 23, puisque les gens qui bossent avec nous travaillent, luttent contre le réchauffement climatique. C'est pour ça que Mathieu et les amis qui travaillent avec nous ont monté leur association pour que ce carbone qu'ils fixent leur soit payé. Et j'espère très rapidement que ce carbone leur sera payé. Voilà. Et puis, il n'y a pas très longtemps, il y a 2 ans, avec mes 2 lignées, nous avons monté un laboratoire pour les agriculteurs, pour prouver que des vaches qui mangent de l'herbe, la viande est très très bonne, le ratio oméga 3 oméga 6 est très très bon, il est même meilleur que certains légumes faits avec de l'engrais et des pesticides, que le lait, exactement, et de la même façon, nous avons mesuré ça pendant 2 ans, et que les œufs sont aussi bons. Et les légumes, bien sûr, qui sont faits avec notre procédé, ont des qualités nettement meilleures. Pauline nous en parlera tout à l'heure. Donc, il y a 2 ans, Laurent Chevalier, le responsable du CHU de Montpellier, qui s'occupe d'alimentation et de problèmes de cancer et de problèmes de cœur dus à l'alimentation, s'est rapproché de nous et est venu nous rencontrer. Pendant 2 ans, nous lui avons envoyé les analyses des produits finis. Et là, c'est un scientifique qui rentre dans notre association, qui veut continuer à travailler avec nous, qui aimerait que nous fassions des produits micro-organismes qui sont nettement meilleurs que des produits classiques, bien sûr, mais qui sont
meilleur aussi que certains produits biologiques qui sont mal faits, quoi, puisque en 2000, l'ADEME nous avait retenus dans 90 écosystèmes. Et le seul produit agricole qui était retenu, c'était le nôtre, en 2000. Donc, quand nous avons fait des études avec le LARA de Toulouse, nous avons mis des micro-organismes dans du lisier et nous avons eu 60% de nitrates en moins qui partaient dans les nappes phréatiques. Et quelques temps après, nous avons fait des essais avec Copa Agrivoltaïne et nous avons fait des épinards chez un bio, des épinards avec du lisier non traité et du lisier traité. Et le gars était en bio. 1300 ppm de nitrate dans des épinards avec le lisier non traité, 30 ppm de nitrate avec les épinards lisier traités. Vous voyez un peu la différence qu'on peut trouver sur les produits. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'avec ce laboratoire, nous pouvons faire toutes les analyses ADN, les vraies protéines. Parce que quand on mesure les protéines, souvent les nitrates, tout est mis comme protéines et ce ne sont pas des protéines. Donc, et nous mesurons les pesticides. Et le fait d'amener du bactériosol sur des micro-organismes, sur des plantes qui ont reçu des 100% de pesticides, les micro-organismes nettoient le sol, se nourrissent de ces pesticides, et les légumes qui viennent sur ces sols ont 50% de pesticides en moins. Bon voilà, je passe la parole à Pauline, mais ça a été très difficile, parce que vous avez eu les Monsanto sur le dos. Moi, Monsanto, je l'attaque depuis 1980, parce que Monsanto, c'est une catastrophe au niveau des sols. Après, maintenant, on sait que c'est une catastrophe au niveau de la santé, mais c'est une catastrophe au niveau des sols, parce que j'avais fait une expérience en 1980. J'avais fait des engrais verts détruits avec du glyphosate, et détruits différemment, du gel, et gyrobroyé. Et 2 ans après, on avait retrouvé sur ces parcelles où j'avais fait ces essais, les plantes qui étaient toujours là et qui n'avaient pas pu se dégrader en matière organique. Et quand je suis allé, avec Mathieu Cos, nous sommes allés 22 ans après, nous sommes allés au Canada, nous sommes allés en Saskatchewan, et quand nous sommes arrivés, quand je suis sorti de l'avion en Saskatchewan, il y avait un gros nuage énorme, j'ai dit, ouais, on va se prendre dans l'orage. Le Canadien qui était derrière, non, ça monsieur, c'est une tempête de sol. Donc ils ont utilisé ce glyphosate 20 ans avant nous, et là ils perdent 20 tonnes de sol hectares par an. C'est une catastrophe. Déjà, quand ils ont tué les bisons, qu'ils ont labouré les prés et fait des cultures sur ces champs, il y avait 60 tonnes hectares de récolte. Aujourd'hui, ils ont 15 tonnes de récolte, vous voyez. Donc ce glyphosate, c'est un vrai poison. C'est un vrai poison pour le sol, mais et maintenant, on s'est aperçu que c'était un vrai poison pour la santé. Merci Marcel. Donc Marcel, vous avez inventé un peu des probiotiques du sol, si on peut s'exprimer comme ça et faire le parallèle. Donc ce qui sera intéressant, c'est que Pauline Blanquet, qui est donc docteur en microbiologie, ancienne chercheure à l'INRA, vienne un peu nous expliquer les mécanismes qui expliquent ce que les agriculteurs et vous, Marcel, avez vu depuis 25 ans. Pauline Blanquet. Merci, bonsoir. Moi, je vais être assez brève. Donc, Pauline Blanquet, je suis docteur en microbiologie. Donc, je suis sortie de l'INRA de Toulouse et qui, malheureusement, aussi pensait il y a 30 ans que les sols n'étaient qu'un support physique donc pour les plantes. Donc, à l'heure actuelle, je travaille donc, au laboratoire donc, Marcel Mézy. Donc, j'étudie les micro-organismes qu'il y a dans les procédés des technologies Marcel Mézy, donc bactériosol, bactériolite. Alors, déjà, pour commencer, que sont les micro-organismes ? Donc les micro-organismes, ce sont des êtres vivants invisibles à l'œil nu. Donc on distingue principalement 4 classes. Donc il y a la classe des bactéries, donc généralement assez connue, la classe des virus, la classe des microalgues et la classe aussi des champignons.
Alors vous allez me dire, oui, mais les champignons, ils ne sont pas invisibles à l'œil nu, puisqu'on les cueille et même on les mange. Mais en fait, il faut savoir que ces champignons-là, qu'on a le plaisir de manger, sont en fait juste les fruits d'un champignon microscopique qu'on trouve sous terre. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on dit que ces champignons, il ne faut pas les arracher quand on veut les cueillir, mais qu'il faut les couper pour éviter justement d'abîmer ce champignon microscopique sous-jacent et permettre qu'il en reproduise encore et qu'on cueille nos champignons. Alors les micro-organismes, ils ont vraiment la propriété d'être partout. Donc on en trouve dans l'air, on en trouve dans l'eau, on en trouve dans les sols. Et leur grande caractéristique, c'est qu'ils savent s'adapter. En effet, donc, on trouve des micro-organismes, donc bactéries, champignons et autres, dans des milieux extrêmes. Donc ça peut être des sols salés, ça peut être donc des milieux où il fait très chaud, donc des eaux très chaudes. Et même on trouve des micro-organismes dans des glaçons, donc dans les pôles antarctiques et arctiques. Et en fait, à quoi est due cette capacité d'adaptation des micro-organismes ? C'est qu'en général, donc, ces micro-organismes sont souvent unicellulaires, donc composés d'une seule cellule. Donc ce sont des organismes simples qui se développent très vite. Donc il y a des temps de génération, donc des temps de reproduction qui sont de l'ordre de 20 minutes. Et donc qui fait que comme ils se développent rapidement, ils s'adaptent aussi facilement. Alors je trouve qu'on a trop souvent tendance à dire que les micro-organismes sont des choses qui sont mauvaises, sont des microbes, ça provoque des maladies, il faut bien désinfecter sa maison pour éviter d'avoir des bactéries. Mais tout ça, c'est faux. En fait, les micro-organismes, ce sont d'abord et surtout des micro-organismes, des êtres vivants qui sont bénéfiques. Donc à la fois bénéfiques donc, pour le développement des plantes, mais bénéfiques pour la santé des animaux et même pour la santé humaine. Donc un exemple, je pense que vous devez tous connaître, c'est la digestion, donc aussi bien animale que humaine. Donc dans notre intestin, nous avons plus d'1 kilo de bactéries et de champignons. Et ces micro-organismes-là sont vraiment nécessaires et indispensables donc, à la digestion des aliments et donc l'assimilation des nutriments pour permettre notre croissance. Un autre exemple, c'est la peau. Donc la peau, c'est vraiment notre première barrière de protection. Donc à la fois protection contre des attaques, on va dire, environnementales comme les UV du soleil, mais aussi des attaques liées à des stress donc, biotiques, donc des micro-organismes, là cette fois-ci pathogènes. Et en fait, donc, cette peau est constituée de milliards de micro-organismes, bactéries et champignons, qui ont vraiment ce rôle de protection. Et puis une autre petite anecdote quand même, il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, si nous sommes ici, tous, c'est grâce à des micro-organismes. Donc il y a à peu près 4,6 milliards d'années, quand la Terre a été créée, il n'y avait pas d'oxygène. Et les seuls organismes vivants donc, à pouvoir se développer en absence d'oxygène, grâce à leur capacité justement d'adaptation, c'était des bactéries. Et puis donc ces bactéries, elles ont grandi, elles se sont développées pendant 1,2 milliard d'années toutes seules. Et puis un jour, il y a eu la bonne idée que 2 bactéries rentrent en fusion pour former une bactérie plus grosse, plus adaptée. Et cette bactérie plus grosse, plus adaptée, elle a eu la capacité, à partir donc, du CO2 donc, qui était présent dans l'atmosphère, de créer de l'oxygène. Et grâce à cette apparition d'oxygène, il y a eu l'apparition d'organismes plus développés, tels que les plantes, puis les animaux, et enfin les humains. Donc au final, si nous sommes ici aujourd'hui, c'est grâce à des bactéries. Alors après, il faut savoir, c'est vrai que nous sommes aussi entourés en permanence de micro-organismes qu'on dit pathogènes. Donc pathogène, ça veut dire néfaste, donc à la fois pour les végétaux, pour les animaux et pour les humains. Donc c'est pareil, il y en a partout, on en retrouve dans l'air, dans l'eau, dans le sol. Mais même si ces micro-organismes pathogènes sont en permanence en contact avec nous, au final, on n'est pas si souvent que ça malade. Et la maladie, en fait, reste quand même un phénomène assez exceptionnel. Alors pourquoi ? Parce qu'il faut savoir que ces micro-organismes pathogènes, donc on va dire négatifs, qui provoquent des maladies, sont en équilibre parfait avec des micro-organismes bénéfiques. Et lorsqu'il y a vraiment cet équilibre, il n'y a pas de développement de maladie. Et c'est uniquement lorsqu'il va y avoir donc un déséquilibre qu'on va faire tendre donc la balance vers les micro-organismes donc pathogènes, néfastes, donc qui vont davantage se développer au détriment des bons, qu'il va avoir donc le développement de maladies. Voilà, et donc souvent cette balance donc plus vers les micro-organismes pathogènes donc est liée à des facteurs
externes. Donc ça peut être des facteurs climatiques, par exemple pour un sol, donc la sécheresse, les UV, mais aussi sont beaucoup liés à des facteurs anthropiques, liés à l'activité humaine. Donc ça va être des pratiques alimentaires, des pratiques agricoles, ou même après du stress. Donc un exemple que je donne assez souvent, c'est lorsque nous avons la gastro. C'est assez courant, hein, surtout en ce moment-là. En fait, la gastro, elle est principalement liée à une bactérie qui s'appelle Escherichia coli, qu'on entend des fois donc, à la télé. Et en fait, cette bactérie, il faut savoir, nous l'avons là actuellement tous sur nos mains. Nous l'avons aussi dans notre intestin. Et quand est-ce qu'elle va provoquer donc, la maladie, et donc tous les symptômes qu'on connaît? C'est quand il va y avoir ce déséquilibre, qu'elles vont plus se développer au détriment donc, des bonnes au niveau de notre muqueuse intestinale, et justement donc, provoquer les maladies. Donc c'est d'ailleurs souvent ce qu'on conseille, c'est d'ensemencer donc, notre muqueuse intestinale avec donc, des probiotiques. On entend beaucoup parler, en fait, les probiotiques, ce sont des bactéries, des bonnes bactéries et des bons champignons, tels que les levures, qui vont permettre en fait, de re-ensemencer cette flore pour justement rééquilibrer et faire pencher la balance plus en faveur des micro-organismes bénéfiques. Voilà, donc pour la petite anecdote. Alors un sol, c'est le même fonctionnement. Donc en théorie, un sol contient donc, des millions de micro-organismes, donc bactéries et champignons, négatifs et positifs, qui sont en équilibre. Sauf que du fait de facteurs, on va dire, climatiques, donc vraiment facteurs environnementaux, donc voilà, on parlait donc, des UV, ça va être aussi la sécheresse, mais aussi donc, de beaucoup de facteurs donc, liés à l'activité humaine, donc, ça va être des pratiques agricoles, des labours profonds, l'utilisation donc, de molécules chimiques, qui maintenant, à l'heure actuelle, on le sait, hein, les molécules chimiques sont impropres à la vie. Tout ça va faire qu'on va déséquilibrer justement cet écosystème et faire pencher donc, plus vers le développement de maladies. Donc c'est là que vraiment l'intérêt d'avoir donc d'ensemencer les sols avec un écosystème donc, microbien complexe, je parle bien d'écosystème, c'est-à-dire plusieurs milliers de bactéries champignons qui vont travailler pour justement donc, permettre donc, d'une part ce rôle hyper important de prévention, qui est maintenir cet équilibre pour prévenir de maladies. Moi je dis qu'il vaut mieux quand même prévenir que guérir. Puis après il y a aussi un rôle curatif. Maintenant il a été démontré par la communauté scientifique que les micro-organismes ont aussi vraiment un rôle de petits soldats pour lutter physiquement et même chimiquement contre des micro-organismes à l'inverse, donc néfastes et qui provoquent des maladies. Donc c'est le cas de bactéries là, du genre Bacillus, qui en fait sont capables de synthétiser l'équivalent de molécules antibiotiques, antimicrobiennes, et qui vont donc lutter contre le champignon Fusarium, donc à l'origine de la fusariose. Un autre exemple là, récent, c'est un champignon qui est capable, lui, physiquement, de piéger un champignon donc, négatif, et justement pour éviter sa prolifération. Et puis ensuite, bon, quand même, le gros avantage d'avoir donc, un bon équilibre microbien et d'ensemencer régulièrement un sol avec un écosystème microbien, c'est aussi, on va respecter notre environnement. Et puis aussi, on va participer justement à maintenir la santé de nos sols, mais aussi la santé animale et humaine. Maintenant, on le sait, les traitements phytosanitaires, là on a vu la démonstration, les pesticides sont néfastes à la fois pour l'environnement, mais pour la santé. Et puis ce qui est important à comprendre, c'est que un traitement avec des pesticides peut être complètement efficace contre une maladie de plante. Il a été développé, étudié pour lutter contre une maladie. Sauf qu'en même temps qu'il va lutter contre cette maladie, il va aussi, parce qu'il ne fait pas la différence, tuer des bons micro-organismes qui participent à cet équilibre. Donc plus on va mettre de traitements pesticides, plus au final on va déséquilibrer notre flore du sol microbienne, plus on va avoir de maladies, donc plus on va avoir de maladies, plus on va mettre de traitements phytosanitaires, et on rentre complètement dans un cercle vicieux, mais qui est sans fin, et qui amène même maintenant à des cas de stérilité totale des sols. En France, maintenant, il a été montré qu'il y a des sols où il y a zéro vie. Il n'y a plus rien. Donc l'exemple que je prends souvent, quand on est malade, voilà, on a une infection bactérienne, on va prendre un antibiotique.
Donc souvent c'est efficace, hein, on va lutter contre notre infection bactérienne. Sauf que le problème, c'est que on déséquilibre souvent une autre flore. On a toute la flore microbienne intestinale qui est déséquilibrée. Donc c'est pour ça qu'on prend des antibiotiques. On nous dit souvent, mangez des yaourts qui contiennent des bons micro-organismes naturellement, ou manger des probiotiques pour justement rééquilibrer tout ça. Donc voilà, donc vraiment ensemencer les sols avec un écosystème microbien a surtout ce rôle donc, de prévention qu'au final les traitements phytosanitaires n'ont pas. Ils peuvent traiter à un moment donné, mais ils ne vont jamais prévenir au final d'une maladie. Et puis en plus donc, d'un rôle vraiment de protection, un bon écosystème microbien a aussi un rôle important dans la fertilité et dans la nutrition des sols, des plantes. Voilà, merci. Merci beaucoup, Pauline. Et bien, pour conclure cette table ronde, qui de mieux que Mathieu, président de l'association, voilà, pour boucler un petit peu la boucle et puis nous faire partager un peu son expérience agricole sur son exploitation. Et on passera juste après à vos questions, si vous avez des choses à demander à nos intervenants, des questions à poser. Mathieu Cause. Bon, tout d'abord, je me dois d'être bref, parce que l'heure avance et pour garder votre attention, je vais essayer d'être synthétique. Alors, je remercie Paul et Maxime qui, avant toute chose, nous ont remercié d'avoir invité. Je voudrais faire l'inverse, c'est-à-dire saluer leur courage. Courage de venir, d'être des témoins, puisque ce sont des victimes avant tout, de venir témoigner devant nous de leur expérience et finalement de nous protéger. Donc, je pense qu'on peut les applaudir parce que c'est beaucoup de courage de venir porter ce témoignage. Et donc, sincèrement, je vous remercie. Je vous remercie. Alors après ça, c'est difficile d'intervenir parce que moi, finalement, ma vie, c'est un conte de fées, c'est du pipi de chat, quoi. Moi, c'est le bonheur est dans le pré. Donc, voilà, puisque je vais faire bref. Nous avons une exploitation donc, à Beauzoul, dans le Nord-Aveyron, de 200 hectares, une grosse exploitation extensive où nous pratiquons l'élevage de vaches au braque, la race locale. Issu d'un système extensif, polyculture élevage, mon père, ami d'enfance de Marcel, découvre l'utilisation du procédé très tôt et Marcel nous fait part de ses découvertes, puis au décès de notre père, enfin moi j'étais jeune, qui est décédé trop tôt. Marcel nous pousse à nous remettre en question et nous dit regardez mon procédé, c'est une nouvelle agriculture, donc très sceptique. Moi j'étais enfant, mais on se décide à mettre en place des essais. Je vais être bref, je vais vous prendre un exemple qui a été édifiant pour moi. On pratiquait l'estive, donc l'exploitation il y a deux parcelles, si vous voulez, autour de l'exploitation, où il y a 130 hectares et puis 70 hectares de parcours qui sont sur le plateau de l'Aubrac, à 1250 mètres d'altitude, où les animaux passent l'été. Donc, un climat rude sur ce plateau de l'Aubrac, peu de temps pour réorganiser la matière organique, un temps de pousse très court avec des conditions hivernales très dures. Bon, en 1990, donc j'avais 15 ans, on met en place le premier essai de bactéries au sol, puisqu'on utilise déjà le procédé de Marcel sous d'autres formes. Donc on le positionne très tard, au 20 mai, sur une montagne toute pelée, puisque la végétation n'était pas encore partie. Bon, moi très sceptique, on le met de l'endroit où on décharge les animaux, où les animaux arrivent, si vous voulez. Une zone donc, qui est piétinée, où on enlève les décorations des animaux, donc c'est une zone où l'air n'était pas bétante. Elle ne mangeait chez cette zone, qui faisait une dizaine d'hectares, qu'à la fin de l'automne, quand vraiment c'était disette. Bon, premier constat, la transhumance a lieu vers le 25 mai, donc nous on monte à cette époque-là. L'endroit où on avait positionné le bactériosol était parti en végétation. C'était une année tardive, il y a eu de la neige encore jusqu'au 10-12 mai, donc ça se voyait très bien, donc c'était la flagrant, c'était vert, bon, mais je me dis, il y a de l'azote, c'est encore une... Bon. Puis, sceptique toujours, très rapidement, c'est immédiatement, les animaux ont pâturé cette zone. Donc là, c'est idiot. Mais c'était le déclic, je me dis, mais on l'a mis il y a 15 jours,
C'est plus vert, c'est une zone que les animaux ne mangeaient pas, immédiatement ils le mangent. Et à partir de là, je me suis dit, bon, ça y est, la démarche était lancée, je me suis dit, il y a un changement. 1991, on positionne 10 hectares à côté. L'endroit N, enfin l'année N, toujours plus vert, N plus 1, pareil, on fait ça sur 3 années. Puis alors ça y est, on est conquis, et on passe après la montagne intégralité 1 an sur 2. Donc tout ça pour dire, 90, 99, je m'installe, on décide de passer en bio, parce qu'on avait arrêté l'utilisation, alors on était extensif, on avait arrêté complètement l'utilisation des amendements, d'azote qu'on utilisait sur les céréales, et en 99 on passe en bio, et alors là ça va vous surprendre, mais le passage en bio a été une intensification. On a quasiment doublé notre production sur la même surface, et la plus grande chance qu'on a eue, c'est l'accès à l'autonomie. Alors on se plaît à discuter avec Marcel de dire l'autonomie la plus importante, finalement, c'est l'autonomie intellectuelle. Celle qui vous amène à être maître chez vous. Ce n'est qui passe par une autonomie technique, une autonomie financière, mais c'est ça. Et finalement, j'ai pas honte de dire, aujourd'hui, je suis fier de faire ce métier, fier de m'être remis en question, et fier d'avoir eu avant moi mes aïeux ayant refusé, par chance, cette forme d'intensification. Alors on n'est pas là pour stigmatiser, mais comme je l'avais dit en préambule, il existe d'autres solutions efficaces économiquement, efficaces environnementalement et garantes d'un produit sain pour la santé des sols, des plantes, des animaux et des consommateurs. Et je crois que du sol à l'assiette, ça peut paraître désuet, mais c'est extrêmement fort. Et je crois qu'on doit garder ça comme fil conducteur, c'est que tout passe par le sol. Et pour avoir des produits de qualité, continuons plutôt à entretenir, à développer la voie qu'a ouverte Marcel. Voilà. Donc je m'arrêterai là, mais moi j'ai vraiment, enfin c'est pas de l'émotion, c'est un peu de stress, mais j'ai eu beaucoup de chance de rencontrer aussitôt Marcel et j'en suis vraiment ravi et j'ose espérer que par les témoignages que vous pourrez, enfin les échanges que vous pourrez avoir, vous pourrez comprendre que moi je suis pas là pour vous faire l'apologie d'un produit, mais il existe des solutions différentes et c'est ensemble, les uns avec les autres, qu'on arrivera à faire avancer les choses. Merci. Merci. J'espère que ces échanges vous auront plu. Je vous propose, si vous avez des questions, de passer parmi vous et de prendre la parole pour échanger avec nos intervenants. Est-ce que quelqu'un veut poser une question ? C'est pas vraiment une question. J'ai un petit voisin, j'habite dans les Monts de Blon, c'est une zone de moyenne montagne, et j'ai un petit voisin qui a repris la ferme de son grand-père. Il a été formé à être ouvrier agricole du côté des Hautes-Terres, dans les grandes plaines céréalières. Donc lui, son agriculture, c'est ça, quoi. Et il veut faire des céréales sur les collines des Monts de Blon. Enfin, c'est pas un endroit, en fait, c'est un endroit d'élevage, ça n'a rien à voir, ça ressemble à l'Aubrac, on va dire, plus qu'à la Champagne. Hein. Mais ce que je voudrais, et c'est parce que voilà, il a repris et il met de l'engrais et il met il met des pesticides, il met des herbicides, il a arraché des haies. Il est gentil comme tout, hein, il fait son truc. Voilà, et puis comme il ne veut pas s'emmerder avec l'élevage, il fait que des céréales, c'est une zone de moyenne montagne, ça n'a pas de sens. Mais bon, je suppose qu'il a des rendements très, très faibles, mais il fait des travaux agricoles autour pour... Mais comment je peux je vais lui donner ce journal, mais comment je pourrais faire ou vers qui je peux l'orienter? Je ne sais pas, j'en sais rien, mais je me dis si je pouvais essayer de trouver quelqu'un qui pourrait lui-même, je ne sais pas si on peut le convaincre, mais voilà, vers qui je peux l'orienter pour essayer de qu'il ait de bons conseils, quoi, je sais pas. On a des conseillers pour... Bon, alors je ne sais pas si c'est à moi de répondre, mais le convaincre, c'est déjà lui faire partager des expériences d'autres. Alors la rencontre avec des gens de la SOPAC
l'informant que des technologies différentes, avec des résultats concrets, approuvés, testés, existent. Après, il est plus victime qu'autre chose. Je n'emploie pas ce terme à tort, il est sûrement issu encore, on le dit souvent, notre modèle d'éducation est à réformer en général. En éducation agricole, j'espère que je vais choquer personne, peut-être particulièrement. On est encore sur un modèle et des acquis qui ont 50 ans d'âge. Tous ici, je pense, autour ne me contrediront pas. L'évolution passera aussi par l'éducation, c'est-à-dire la réforme des enseignements que l'on donne à nos jeunes. J'imagine qu'il est issu d'une formation agricole, alors il a pris un exemple dans des grandes plaines céréalières, il veut reproduire ça. On ne peut pas le juger ni le blâmer, mais alors c'est le partage d'expérience, c'est des soirées comme celle-là, c'est des agriculteurs qui partageront leur expérience. Il existe des utilisateurs du procédé en toute culture et en tout lieu. Le fonctionnement marche. Bon, Marcel n'a pas eu le temps de détailler. Il y a eu des résultats extraordinaires en sol salé. Il faut savoir que les sols salés, c'est 30% des sols de la planète où, soi-disant, aucune production agricole ne peut pousser. Vous prendrez l'exemple de production d'oignons, c'est ça ? Où il y avait sur sol salé 0, après l'utilisation en année 1 et en première année de bactéries au sol, ils ont récolté 80 tonnes d'oignons hectares. Le producteur, c'était inimaginable. Donc tout ça pour dire que des solutions techniques agricoles existent. Après, convaincre quelqu'un contre son gré, c'est difficile. Partage d'expérience, j'y crois davantage. Je ne sais pas si quelqu'un veut ajouter... Juste vous faire part, nous, de le recul de l'association. On intervient, on touche. Le ministère de l'Agriculture verse de l'argent à l'association tous les ans pour une mission qui nous est bien précise, c'est d'aller témoigner dans les lycées agricoles. Donc, je ne suis pas tout seul sur l'association, vous l'avez compris. Donc on essaye d'intervenir et on le fait, grosso modo, on fait une douzaine, entre 12 et 20 établissements agricoles par an. Malheureusement, c'est souvent les mêmes. Mais ça commence, moi j'ai vu des lycées agricoles dans mon département, j'étais personne non grata parce que il ne fallait pas que je vienne faire peur aux jeunes. On me disait, vous allez faire peur aux jeunes. Voilà, bon. C'est en train de bouger. Donc on leur fait part de notre expérience. Mais on voit bien que dans les lycées agricoles, et tu l'as expliqué, on est encore arc-bouté sur un système obsolète parce que les enseignants agricoles qui ont mon âge, je vous ai dit qu'on avait été formatés, mais eux-mêmes ont été formatés et ils transmettent un savoir pour certains de bonne foi. Il ne faut pas non plus les accuser. Nous, notre témoignage, c'est de leur dire, et moi je dis souvent à la fin des interventions, je dis aux jeunes, j'ai fait de l'agriculture intensive, vous l'avez compris, après tout, vous avez le droit de le faire, pourquoi je vous empêcherai de le faire? J'ai juste envie de vous dire, vous allez gagner du temps, parce que de toute façon, si vous en faites, à un moment donné, vous allez en voir le bout du système. Et vous ferez une autre agriculture. Donc, gagnez donc un peu de temps, et passez directement à une agriculture, alors je sais que ça a été détourné, raisonnable, durable, enfin bon, une agriculture réfléchie avec un bon sens paysan. Commencez par prendre la main sur votre exploitation, tu l'as dit très justement, c'est retrouver une liberté de décision. Tous ceux qui viendront vous dire le contraire, faites attention, ils ont quelque chose à vous vendre derrière. Si c'est pas du matériel, c'est beaucoup d'engrais chimiques. Un savoir, ça se paye. Je ne connais pas du tout, enfin moi c'est la première fois qu'on se rend compte ce soir. C'est normal que l'on paye un savoir. Mais à un moment donné, quand vous vendez de l'ammonitrate depuis des années et des années, vous ne vendez plus un savoir. Vous participez à un commerce bien organisé. C'est complètement différent. Et donc, c'est de leur dire, ouvrez les yeux. Puis on dit aux professeurs, vous ne pouvez plus quand même passer sous silence, puisqu'il y a des profs qui commencent à nous dire, on voit bien les parents d'élèves, on voit bien ce qui se passe, puis souvent ces professeurs sont issus du milieu agricole, et puis ils commencent à voir ce qui se passe, c'est un beau-frère, c'est un oncle, c'est ceci, c'est cela. Donc ils ne peuvent plus passer par silence. Tu as raison, c'est un partage de savoir. Moi, j'ai peut-être été un peu fort tout à l'heure, tu as raison, on n'est pas venu là pour stigmatiser. Quand j'ai dit qu'il faut arrêter cette agriculture mortifère, je suis pas en train de dire à des collègues que je ne connais pas ici, vous devez arrêter. On doit prendre conscience qu'il faut aller vers d'autres méthodes, qu'il faut sortir de ce système, parce que les enfants ne pourront pas nous dire on ne savait pas, comme je vous l'ai dit. Alors, votre question, c'est ce partage de savoir, c'est ce qu'on fait ce soir. C'est pas en allant stigmatiser, en allant le montrer du doigt, et j'ai bien compris que ce n'était pas votre intention. À un moment donné, cet agriculteur, il va s'en apercevoir par lui-même que ce système-là ne fonctionne pas, ça viendra plus ou moins vite, peut-être parce que via Internet, via ce que vous allez lui dire, via plein de choses, à un moment donné, il aura un déclic. Mais c'est clair, en plus, moi, je leur dis, on a plein d'exemples qui montrent que ça va droit au mur. Bon, mais ça me paraît un non-sens. En ce moment, ça se passe bien, je ne connais pas du tout, mais tu vas me dire si je me trompe. Il doit profiter de l'héritage
d'une ferme de polyculture élevage avec des terres riches par rapport à l'élevage qu'il y a eu dessus. C'est pas, il y a des spécialistes pour vous dire ici, comme moi j'ai fait, parce que comme c'était une ferme d'élevage, j'ai profité d'un héritage dans les sols que j'ai vite tué, il va en faire autant. Mais surtout, après j'arrête, c'est promis, ne stigmatisez, parce que moi je me suis peut-être emballé tout à l'heure, parce que c'est tellement fort ce que j'ai vécu, en aucun cas je ne veux pas stigmatiser mes collègues, je ne veux pas leur donner des leçons. Je n'ai pas voulu qu'on m'en donne, donc je ne veux pas en donner aux autres. Et c'est ce que je voulais dire. Par contre, ce matin, donc, je vous ai dit, j'étais en réunion avec 3 ministres. Alors c'est pas parce qu'il y avait les ministres, hein, attention, parce que ça fait 6 ans que moi j'ai commencé sous l'ère Sarkozy avec Bruno Le Maire, j'ai fréquenté Stéphane Le Foll et maintenant le nouveau ministre de l'Agriculture. Je reprendrai une formule de Jules César, leur engagement, leur promesse n'engage que ceux qui les écoutent. Mais il n'empêche que j'ai senti une volonté ce matin et quand, à un moment donné, il a été dit nous devons absolument faire remonter ce qui existe dans des filières, dans des initiatives locales. Et il y a des systèmes. Ce qui fonctionne ici ne fonctionnera peut-être pas ailleurs. Tous les systèmes ne peuvent pas être... je ne parle pas de la pas sur les micro-organismes, mais le non-labour, il y a des gens qui s'opposent, est-ce qu'il faut labourer, pas labourer. Il y a un ensemble de systèmes et il faut faire en sorte de les vulgariser et que tout ça, ça communique. Je reprends une expression d'un fermier canadien qui est en bio depuis 20 ans, sur 600 hectares, et à un moment donné, je lis dans le bouquin, je dis mais tu devrais, dans mon profil, tu devrais le profiter, mais il m'a dit on n'est pas là pour profiter, on est là pour échanger du savoir. Et là je l'ai pris en pleine figure, gentiment, et je me suis dit c'est toi qui as raison effectivement. Donc il faut... Qu'est-ce qui bloque aujourd'hui? Pourquoi ça ne se vulgarise pas? C'est que ça ne va pas profiter à grand monde. C'est 2 milliards de chiffre d'affaires, les produits phytosanitaires. Je ne parle pas des engrais uniquement. Donc 2 milliards de chiffre d'affaires, il y a des gens qui ne veulent pas qu'on y touche. Il y a trop d'intérêt. Voilà, j'étais un peu long, mais il faut communiquer gentiment. J'ai une autre question ici. Bonsoir à tous, je m'appelle Pierre-Antoine. Je suis éleveur sur une commune pas très loin, à Aes. J'ai la chance d'avoir repris une ferme de 150 hectares d'un seul tenant, qui est en bio depuis 1998, et que j'ai poursuivi en bio aussi. Moi, j'ai une petite interrogation à vous poser. Je suis ingénieur agro, j'ai bien écouté ce que vous avez dit. Marcel, vous nous avez dit que vous avez découvert la richesse des micro-organismes en vous asseyant sous un arbre. Et en regardant le fonctionnement finalement de l'humus du sol dessous cet arbre. Aujourd'hui, vous nous offrez une solution technique qui permet à des éleveurs ou à des agriculteurs en grande culture, des exploitants, pardon, mais c'est un mot que j'aime pas parce que exploiter ça veut dire prélever. Je préfère une ferme. Voilà. Donc par rapport à ça, moi je m'interroge parce que si on doit soutenir les sols en micro-organismes, ça veut dire qu'il y a une fuite quelque part. Ou une destruction. Ça veut dire que le système, il n'est pas forcément bien conçu, le système de l'agriculteur, il n'est pas forcément bien conçu pour maintenir les micro-organismes en place sur sa ferme. Donc il y a différentes solutions. Vous le dites, il faut soutenir le système en apportant des micro-organismes. Est-ce qu'il n'y aurait pas une autre solution, déjà en réimplantant un bocage, en réduisant la taille des parcelles, et puis peut-être en changeant de pratique, justement, de manière un peu plus globale. Et là, on aurait, en plus d'un impact sur le stockage du carbone, qui serait à peu près l'équivalent du vôtre, puisqu'on le stockerait dans les arbres, on aurait un impact positif sur l'eau, sur l'air, et puis sur les gens qui habitent le paysage autour. Voilà, sur nos voisins qui sont là. Est-ce que vous pouvez répondre à ma question, ou en tout cas à ma réflexion, s'il vous plaît? Oui, vous m'entendez? Oui, je dis, bien sûr que normalement ça devrait se faire tout seul, seulement ce que nous amenons nous comme semis de micro-organismes, ce sont des micro-organismes qui fixent de l'azote, des mycorhizes que nous amenons à foison et qu'on ne peut pas retrouver au même endroit, d'accord? On sème des micro-organismes qu'on récolte avec 40 ans d'expérience, qu'on récolte sur diverses plantes qui sont connues. Et
Je réponds un petit peu. J'avais un ingénieur dans le Nord, à Véron. Son frère travaillait avec nous depuis 20 ans. Et le jeune sort de... Son père, pardon. Le jeune sort de Purpan, merci. De Purpan, et quand il sort de Purpan, il arrête carrément. Et je vais revoir son frère, parce que moi ça m'embêtait, il travaillait depuis 20 ans avec nous, puis c'était une très très grosse ferme, il y avait 400 hectares. Et il bossait avec nous, et puis il avait des résultats extraordinaires. Et il nous dit, les micro-organismes lancés dans le sol, Purpan ne travaillait pas avec nous à l'époque, hein. Maintenant Purpan est un partenaire, et on fait des essais chez... Mais à l'époque, Purpan ne travaillait pas du tout avec nous. Maintenant il travaille avec nous. Et mais bien sûr, il y avait Juan Alain qui dit, mais bien sûr, il y a des micro-organismes dans le sol, il y a des graines dans le sol aussi. Il y a des graines, vous êtes d'accord, il y a des graines. Vous mangez du pain. Alors, oui, bien sûr, je mange du pain. Et bien vous labourez votre pré là, et vous demandez au blé de sortir, vous allez voir si vous allez manger du pain demain. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Des micro-organismes, bien sûr qu'il y en a. Pauline vous l'a dit tout à l'heure, mais vous n'allez pas trouver ces micro-organismes qui fixent de l'azote, qui fixent du carbone. Aujourd'hui, notre écosystème est riche. Hein. Vous trouverez beaucoup de produits qui se disent concurrents aux nôtres. Je suis désolé, nous n'avons pas de concurrents aujourd'hui, parce que les gens qui vendent des bactéries ou des champignons, il y a 2-3 champignons, il y a 2-3 bactéries, et c'est des produits qui ne peuvent pas aller loin. Notre écosystème peut aller loin, pourquoi? Parce qu'il est multiple. Je donne la parole à Pauline qui l'a mesuré. Non, en fait, ce qu'il veut dire, c'est ce qui est vraiment important, je pense, quand on a donc une bonne vie microbiologique d'un sol, c'est à la fois la notion de qualité de ces micro-organismes et la notion donc de quantité. Donc chaque micro-organisme, il faut savoir, a une fonction particulière. Donc ça va être des fonctions minéralisatrices, donc par exemple du phosphore, une fonction donc de nutrition par la mise en place d'interactions symbiotiques, des fonctions de mise en place donc de transformation de la matière organique labile en humus, donc qui est le réservoir après nutritif des plantes. Et c'est vrai que même si c'est sûr que, on va dire, un sol qui a été relativement, voilà, on va dire respecté, il n'y a pas eu beaucoup de traitements phyto, il n'a pas été trop travaillé, on va retrouver des micro-organismes, mais on ne retrouvera pas toute cette qualité, cette diversité que lui a réussi à sélectionner, à cultiver par milliers, hein, parce que c'est pas 1, 2, 3, c'est des milliers sur des composts. Et après, la deuxième notion quand même importante, c'est la quantité, parce que il y a beaucoup de facteurs anthropiques donc liés à l'homme. Ça, nous, on peut y jouer, chacun, donc peut-être faire moins des labos profonds, c'est plus de rotation. Mais il y a aussi tout ce qui est aléa climatique, et ça, nous ne pouvons pas y jouer. Donc tout ce qui est sécheresse, les micro-organismes sont comme des organismes, comme nous, vivants, ils ont besoin notamment d'eau pour se développer. Et en cas donc de forte sécheresse que va subir un champ, on va avoir une grosse perte de notre diversité. C'est exactement pareil pour les UV. Les UV du sol, c'est mortel hein, pour les micro-organismes. Donc je pense que d'où est vraiment l'intérêt, c'est d'ensemencer. C'est vraiment la grosse comparaison avec, pour le coup, une forêt qui n'a justement pas tous ces aléas climatiques. Parce qu'il n'y a pas de facteur anthropique, mais il n'y a pas tous ces aléas climatiques. Il y a moins les UV parce que donc il y a des couverts liés aux arbres. Il y a toute une humidité constante dans les forêts qui fait que là, on a une vie microbienne en permanence. Or, à l'heure actuelle, dans les sols cultivés, on est incapable de ne plus avoir de pression sur les micro-organismes. J'ai une autre question ici. Monsieur ? Oui, bonsoir. Alors moi, je ne suis pas du tout paysan, je viens de la ville. Je m'intéresse un petit peu aux fêtes agricoles et puis avec d'autres associations. Je suis représentant des Amis de la Confédération Paysanne Limousin et on essaye de faire le lien entre l'alimentation, l'agriculture et la santé. J'ai bien aimé l'intervention du camarade là-bas. Je ne remets pas du tout en cause ce que vous préconisez, c'est certainement une très bonne chose. Je pense qu'il faut qu'on sorte aussi du schéma et du stéréotype fait aux agriculteurs. Alors je parle des agriculteurs, des paysans, je ne parle pas des chefs d'exploitation, c'est un mot qui me déplaît complètement. Il y a exploitation, il y a le mot exploiter. On exploite les sols, mais on exploite aussi les humains et les personnes.
Par rapport aux formations agricoles, ça aussi c'est des sujets récurrents qui reviennent. Oui, mais bon, il sort des écoles d'agriculture, c'est celui qui aura le plus gros tracteur, c'est celui qui est suisse. Je ne suis pas d'accord du tout. Nous avons avec Terre de Liens, à Coussac-Bonneval, vous avez dû voir l'émission sur France 5 sur de nouvelles méthodes agricoles. Il y a 11 jeunes qui sont installés sur 85 hectares. Ils sont tous ingénieurs agronomes de formation, ils viennent du Nord. Ils ont tous été à l'école Monsanto. Et l'école Monsanto n'en veulent pas. Ils n'y sont pas. Ils sont tous en bio, en polyculture élevage. Ça, ce sont des exemples. Quand on nous dit que ce type d'agriculture ne pourra pas nourrir la planète, c'est faux. 75% de la nourriture mondiale est produite sur des fermes de moins d'1,5 hectare. Il ne faut surtout pas l'oublier, ça. Et le rappeler à ceux qui font de l'agro-business. Donc, par rapport à ces jeunes, on a de l'espoir. L'année dernière, on était invité à l'Assemblée Générale du lycée agricole d'Obja, qui a une section permaculture. C'est pas le seul en France, il y en a d'autres. Donc, il y a des méthodes qui changent. Ils ont une section en biodynamie aussi. Et voilà, il y a plein de choses nouvelles qui s'installent petit à petit. C'est à nous tous de les relayer. Alors, il y a les sols, il y a les agriculteurs et il y a les consommateurs qui ont aussi une grosse responsabilité. Je fais aussi partie d'Attaque. On a un devoir, c'est pas prétentieux, d'éducation populaire. Il faut que les gens réfléchissent que dans leur mode de consommation et d'achat, ils sont responsables de ce qu'il y a dans les champs. Et qu'il va falloir un jour que la course au moins cher s'arrête, parce que la course au moins cher, au bout, il y a quelqu'un qui paye. Il y a le producteur, le paysan, qui perd sa vie et sa santé parce qu'il s'épuise, il s'éreinte et il n'est pas payé pour le travail qu'il fait. On l'a vu avec le crise du lait ou avec d'autres choses. Et il faut aussi arrêter parce que la différence au bout, elle se retrouve sur la santé. Si les gens mangent mal, ils sont malades. C'est à la charge de la société, c'est à la charge de tout un système. Et c'est pas bien du tout, non seulement pour la planète. Au niveau des sols, je rejoins complètement madame, il y a d'autres paramètres. Et là aussi, on est tous responsables, pas que les agriculteurs. Il y a des pluies acides, il y a des retombées par la pollution dont on est responsable quand on se déplace avec nos bagnoles, y compris moi-même. Quand on surconsomme plus qu'on ne devrait, y compris toutes les énergies. Et il va falloir aussi qu'on se modère. Paul François l'a dit, on vit au-dessus de nos moyens et on va le payer au prix fort. Nous, c'est pas trop grave, c'est nos enfants surtout. Ils ne sont pas responsables de ça et on leur fait un cadeau empoisonné. Voilà, donc paysans consommateurs, c'est important d'y penser. Et puis une chose aussi, là on parlait de Monsanto, attention au lobby. Il y a des modes, il y a des tendances, on parle beaucoup vegan, végétarien, végétalien. C'est très tendance. Chacun vit et mange comme il le souhaite et comme il le veut. S'il faut qu'on diminue nos consommations carnées, c'est indéniable, c'est sûr. On consomme trop de viande. Est-ce qu'il faut en manger pas du tout ou moins? Je ne sais pas. Il faut faire attention aussi. Ces mêmes lobbies sont en train d'investir des créneaux. Je vous le dis, on en parlera dans quelques... Je lis pas dans le Marc Café. Il y a des lobbies qui sont en train de faire pression et de noyauter les milieux véganes parce qu'ils fonctionnent par créneaux commerciaux. Ils sont en train de financer les milieux véganes pour pouvoir vendre, gagner des parts de marché sur des tourteaux de soja, sur des tourteaux, des steaks végétaux et tout ça. Et là aussi, il ne faut pas qu'on tombe dans le piège, nos consommateurs, il faut qu'on fasse attention. Donc ce problème, il est global, il n'est pas exclusivement sur le monde agricole. Nous, on sera aux côtés des paysans pour les aider et de tous ceux qui veulent nous rendre service à tous. Merci. Bonsoir, je m'appelle Marco. Monsieur, vous m'avez interpellé. Très sérieusement. J'aimerais établir un dialogue avec vous. Êtes-vous d'accord, monsieur, de payer à l'agriculteur le prix de son travail, tout en retirant les prestations directes qu'offre l'État? Par contre, triche le revenu de l'agriculteur en lui disant tiens, ferme ta gueule, de toute façon, si tu produis moins, tu as déjà tellement de prestations directes que mon cher, tu n'as plus le travail. Reste sur ton tracteur, toujours plus beau, toujours plus haut, et tu t'éloignes de la terre. Monsieur, êtes-vous d'accord, comme consommateur, comme vous ne dépensez plus que 8% pour l'alimentation et beaucoup pour des bécadilles,
êtes-vous d'accord de monter à 11% pour payer correctement un agriculteur? Je vous remercie. Alors bonjour à tous, moi je fais partie des jeunes étudiants encore actuellement, futurs exploitantes agricoles je l'espère dans les 2 ans qui suivent. Je reviens par rapport aux jeunes qui sont dans les études agricoles. J'ai fait moi-même 9 ans d'études agricoles et tout ce qu'on nous apprend sur le travail de la terre, entre autres, c'est toujours plus d'engrais, toujours plus de pesticides, toujours. Et il n'y a que depuis cette année que je fais un certificat de spécialisation en ovins qu'on nous apprend d'autres méthodes. Moi, je fais partie de ces jeunes qui sont pas nés de l'agriculture, donc j'y connaissais absolument rien. Et moi, je suis du genre curieuse, donc je me dis, les pesticides, c'est bien, mais ça tue la terre, donc ça tue le vivant, ça tue les plantes. Et par rapport à ce qu'on nous a dit cet après-midi, et par rapport à tous ces intervenants qui nous ont parlé ce soir, moi je vois, je suis désolée, je suis un peu intimidée. Vous cherchez à interpeller tous ces agriculteurs actuellement, mais il faut aussi penser en jeunes. Donc, quand je vois ce qu'on nous apprend, le travail de la terre, les pesticides, tout ça, et quand je vois ce qu'ils nous disent, le mal que ça fait aussi bien à la nature qu'aux hommes, je me dis que si on peut faire quelque chose, en plus de ce qu'on fait actuellement, c'est faire le plus possible des interventions auprès des jeunes à l'école, le plus tôt possible. Parce que... Je peux vous dire quelque chose ? Si au moins ce soir, en venant ici, on a participé à vous poser ces bonnes questions avant de vous lancer, alors ne jouons pas sur les mots, exploiter, c'est des... Faut pas tomber dans des dogmes, ok, on est peut-être maladroit en parlant d'exploiter la terre et qu'on ne serait plus des paysans. Moi, je peux vous dire qu'avec mon parcours, que quelqu'un vienne me dire que je ne suis pas encore paysan, il va falloir qu'il ait beaucoup d'arguments, parce que même avec le parcours que j'ai eu, j'estime que je suis encore paysan, et je suis peut-être maladroit quand je dis que j'exploite mes terres, je les travaille, je les cultive, jouons pas sur les mots. Soyons pragmatiques. Si ce soir, avec tous nos témoignages, vous vous posez ces bonnes questions de savoir si demain, vous devez écouter dans l'absolu tout ce que vous avez été à l'école, ou au contraire, vous posez les bonnes questions en disant je n'ai pas envie de ce système-là, parce que j'ai pas envie de tuer la terre, j'ai pas envie de tuer l'environnement, j'ai pas envie de me tuer moi. Et vous êtes une femme, vous allez engendrer, du moins je l'espère, des enfants un jour. Vu ce que j'ai vu, mais ça existe en France, parce que j'ai parlé de l'Argentine, mais prenez les travaux du professeur Sultan à Montpellier sur la mortalité infantile pour regarder tout ce qui se passe. Voilà, vous posez les bonnes questions, et si on a servi à ça ce soir tous ensemble, au moins vous allez peut-être prendre un peu plus vite la bonne voie. Vous avez aussi un autre avantage. On va faire un travail de sociologie. Qu'est-ce qui est le plus dur aussi en agriculture ? Quand on intervient dans les lycées agricoles, on a parlé, madame les professeurs, mais le regard intergénérationnel. Parce que quand un jeune, il a 20 ans, venez dire à ses parents, eh bien maintenant on va changer de méthode, pardon, je parle peut-être pas, pour ça le monsieur me fait signe, d'abord si je parle pas dans le micro, vous m'entendez pas. Il faut effectivement pas avoir peur, et c'est terrible pour le regard intergénérationnel. C'est pour ça aussi que c'est un blocage pour certains agriculteurs d'oser dire, je ne sais pas comment ça s'est passé pour toi, mais j'ai bien compris qu'il y avait quelque part, j'allais dire un bon terreau. C'est pas un jeu de mots, mais voilà, tes parents. Moi, madame, à 50 ans, mon père avait vu que j'avais failli mourir.
À 50 ans, quand j'ai décidé de passer en bio, j'ai été content, il est plus de ce monde aujourd'hui, qui me donne son aval. Il n'allait pas m'empêcher de le faire. Mais c'est pour vous dire comme aussi ce travail est compliqué et très difficile. Peut-être parce que vous n'êtes pas issu de l'agriculture, ça sera plus ou moins difficile pour vous, parce que vous n'aurez pas à subir ce regard. Parce qu'en agriculture, on y tient aussi, il y a cet orgueil. Moi, je vais être obligé de vous abandonner, je suis désolé. J'ai quelques livres pour ceux qui en veulent, mais je dois reprendre un train tôt demain matin et j'ai une journée et je suis fatigué et je dois penser un tout petit peu à moi. À moins que vous ayez vraiment une question qui me soit adressée pour moi. Ne m'en voulez pas. Les livres, j'en ai emmené parce que je suis passé chez Fayard vite fait tout à l'heure parce qu'il n'y en a plus, il faut en réimprimer. Si vous en voulez, je vous ferai des dédicaces volontiers. C'est au profit de toute façon de l'association que je préside. Mais sinon, c'est pas que je vais vous abandonner, mais il faut que je pense et je commence à connaître mon organisme, mais il faut que je pense aussi à dormir un tout petit peu et prendre un train pour repartir demain matin. Bon, écoutez, s'il n'y a pas de questions, bon, merci à toutes, merci à tous. Merci, je le redis, à Paul François, à Maxime Mignonac, de leur témoignage, parce qu'ils ont été fort courageux. Merci. En espérant que cette soirée ait pu vous apporter quelques éclairages. Et juste pour soulever un point, pour remercier la jeune fille qui a pris la parole la dernière, pour soulever ce qu'a dit Paul François, ce conflit intergénérationnel est très très important, c'est-à-dire que son émotion était toute à son honneur, elle n'est pas issue du milieu agricole, elle n'aura pas ses parents à convaincre donc, mais quand on est issu d'un système formaté, verrouillé, il est très complexe de le remettre en cause. Donc une fois de plus, le jeune est victime avant même son installation. Donc voilà, bon, j'espère que la soirée est enrichissante et je vous remercie encore tous. Bravo. Et moi je voulais remercier du coup Mathieu, Paul, Maxime, Marcel et Pauline pour leur intervention. Merci encore à vous tous d'être venus présents ce soir. Merci à Alain. Et alors pour tous ceux qui ont des questions qui n'ont pas pu être posées vu le délai, je vous propose qu'on prenne un pot de l'amitié juste à côté et vous pourrez échanger avec nos intervenants et poser toutes vos questions. Merci beaucoup, bonne soirée.